Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la séance de questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Ce week-end, à 15 km de ma circonscription, à Sainte-Soline, une petite minorité radicale, avec en son sein des groupes violents, a voulu empêcher par la force la construction d'une réserve de substitution dans les Deux-Sèvres. Le résultat, nous le connaissons. 60 gendarmes blessés, dont une vingtaine dans un état grave, des champs ravagés, des appels à la désobéissance civile d'élus de la République. C'est tout simplement inacceptable. Je veux exprimer tout mon soutien aux forces de l'ordre mobilisées sur le terrain. Je veux exprimer tout mon soutien aux forces de l'ordre mobilisées sur le terrain, mais surtout aux agriculteurs. Ils se sentent assiégés, diabolisés, ont peur pour leur outil de travail dans lesquels ils ont investi et sur lesquels repose la viabilité de leur ferme. Ainsi qu'aux habitants des alentours qui ne comprennent absolument pas ce déferlement de violence. Mais qui veut la guerre de l'eau? Dans la Vienne, ce soir, nous allons signer un protocole de l'eau, le protocole du bassin du Clain, que vous connaissez bien, Madame la Première ministre. Fruit de 3 ans de concertation, de 10 ans de réflexion, avec de larges soutiens des acteurs de l'eau. Une démarche certes complexe, mais exemplaire en faveur de l'autonomie alimentaire et du traitement de l'urgence écologique. L'eau et l'alimentation sont les enjeux du siècle. Nous avons donc l'immense responsabilité de construire ensemble le consensus de l'eau, celui qui protège la ressource, la biodiversité dans nos sols et nos rivières, mais qui apporte aussi des solutions pragmatiques à son partage, dans le contexte de sécheresse que nous connaissons. Madame la Première ministre, je le rappelle, il n'y a pas de vie sans eau, pas d'agriculture sans eau, pas de biodiversité préservée sans eau, pas de pêche sans eau. La liste est infinie. Ma question est simple. Que comptez-vous faire pour empêcher qu'un petit nombre, qui a fait la preuve de sa violence et de son mépris des règles démocratiques, remette en cause la mise en œuvre des solutions concrètes pour une alimentation de qualité? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question. À la base, de quoi s'agit-il? D'une coopérative qui regroupe 300 agriculteurs qui décident de transformer leur façon de faire pour épargner jusqu'à 70% de l'eau qui est utile pour faire du polyélevage agricole, c'est-à-dire pour nourrir les humains du territoire. Ces agriculteurs décident qu'une bonne idée serait de récupérer l'excédent des eaux de pluie déversées en hiver dans les nappes phréatiques et de pouvoir construire des bassines, c'est-à-dire creuser des grands trous dans le sol pour y stocker l'eau pendant l'hiver de surplus pour pouvoir y recourir l'été et ainsi éviter de puiser dans le fond des rivières. À la base, il y a un avis des comités scientifiques qui disent que c'est un projet vertueux et nécessaire. Au départ, il y a également un quasi-consensus de toutes les autorités politiques locales consultées ainsi que des associations de préservation de la nature. À la base, c'est donc un projet né du territoire, de la part d'agriculteurs, soutenu localement et soutenu par le gouvernement, ce qui n'en fait pas un projet gouvernemental, mais que le gouvernement, vous aurez compris les raisons, soutient. Et que se passe-t-il au moment de la réalisation de ce projet? Une manifestation est annoncée. Elle est interdite considérant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur place. Malgré cela, des milliers de personnes décident de se réunir. Parmi elles, des parlementaires portant écharpe, dans une manifestation interdite. Et cette histoire qui aurait pu avoir une fin aussi belle que sa naissance se traduit par 60 gendarmes blessés, 20 sévèrement, par des hordes de personnes qui ne sont pas venues là défendre l'écologie, qui n'ont pas l'écologie au cœur, mais qui étaient là pour semer le désordre, la panique et stresser les populations. Les Français en ont marre.
Monsieur le député, soyez sûr que l'ordre républicain passera, que les projets vertueux qui transforment nos modèles écologiques passeront. Nous en avons besoin. C'est ça, faire de la bonne politique. Le reste, nous le laissons à ceux qui bafouent la loi. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à madame Eva Sas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, lundi, nous avons voté ici même un amendement au projet de loi de finances 2023 pour augmenter de 7 milliards d'euros le budget de la rénovation thermique des logements. 7 milliards parce que c'est ce que recommande le rapport Sichel pour aider les 5 millions de ménages qui habitent dans des passoires thermiques. 7 milliards pour un reste à charge zéro pour les familles modestes. 7 milliards parce que les particuliers, les copropriétés et les propriétaires bailleurs ont besoin d'être accompagnés dans la rénovation thermique. Les votes sont venus de tous les bancs, sauf celui de la majorité présidentielle. Les jeunes de ce pays se sont immédiatement mobilisés pour défendre cet amendement. Une pétition a même été lancée sur les réseaux sociaux. Pourquoi un tel consensus? Parce que l'isolation des logements, c'est la solution de bon sens face à la flambée des cours de l'énergie et du dérèglement climatique. Mais vous restez sourds à l'appel du pays. Vous n'avez pas voulu retenir cet amendement dans le cadre du 49.3. Vous n'avez même pas voulu augmenter un peu les crédits de la rénovation thermique. Vous parlez d'écologie, mais vous dépensez moins aujourd'hui qu'il y a 15 ans dans l'isolation des logements. L'écologie, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas l'avion vert, les EPR en 2035 ou les SUV électriques. L'écologie, ce sont des solutions pragmatiques pour protéger durablement les Français. C'est le ferroviaire, les transports en commun et l'isolation des bâtiments. Alors ma question sera simple, quand allez-vous enfin consacrer à la rénovation thermique un budget à la hauteur de la crise écologique? Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre du Logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sas, vous criez au scandale, mais permettez-moi de clarifier les choses. Il me semble que dans cette affaire, la première des rénovations à faire, c'est celle des pratiques politiques. C'est facile de faire un coup politique. C'est facile de faire un coup politique dans cet hémicycle en vous alliant, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, avec l'extrême droite dans 2 amendements à 12 milliards d'euros. Mais cela n'est que la méconnaissance de ce sujet. Absolument, j'assume. Vous savez, j'ai enseigné pendant 15 ans devant des élèves. Jamais ils n'ont eu ce comportement envers moi. Et je vous invite à venir avec vous. Ouais. La rénovation. Attendez, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Mes chers collègues. Non mais, mes chers collègues, est-ce que vous pouvez écouter la réponse du ministre? Non mais... Alors, en fait, vous êtes libre de vos propos, il est libre des siens, vous le laissez s'exprimer, vous avez encore quelques secondes pour lui répondre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. La rénovation est loin d'être seulement un sujet budgétaire. Il faut d'abord, et vous le savez, développer la filière, la planifier. L'enjeu, c'est bien sûr de monter en puissance. Sinon, cela revient à ouvrir des crédits, et vous le savez aussi, qui ne seront pas dépensés. Ensuite, vous conviendrez, Madame la députée, que votre amendement qui prévoyait de gager ces milliards sur le bouclier énergie et de confisquer ainsi du pouvoir d'achat à tous les Français paraît parfaitement contradictoire. Pour en revenir à MaPrimeRénov', nous n'avons pas à rougir des résultats de ce dispositif essentiel. 1,5 million de chantiers, 1,5 million de chantiers, les économies cumulées sont plus que les dépenses énergétiques de la ville de Lyon. L'objectif de MaPrimeRénov' est d'avant tout d'aider les ménages modestes et nous y avons réussi. 80% des aides ont été vers les ménages modestes et les plus modestes. Ces 2,6 milliards d'euros que nous avons inscrits dans le PLF, cet argent, nous le dépenserons et nous le dépenserons bien. Nous travaillons tous les jours à améliorer ce dispositif, notamment en direction des copropriétés, parce que nous le savons, la prime rénov' doit concerner le logement individuel, mais aussi et peut-être surtout dans les années qui viennent, l'habitat collectif. Et là aussi, nous y travaillons d'arrache-pied. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe... Ah, excusez-moi, Madame Saz. D'abord, je regrette que la Première ministre n'ait pas souhaité répondre à ma question. Ensuite, je voudrais rappeler à Monsieur le ministre que quand l'Assemblée nationale vote, ce n'est pas faire un coup politique. Ça s'appelle simplement la démocratie.
Ensuite, vous dites qu'il faut créer une filière pour pouvoir dépenser ces milliards. Eh bien, faisons-le ensemble. Et vous n'augmentez pas les budgets pour créer cette filière. Justement, il faut dépenser de l'argent pour recruter, pour construire cette filière qui permettra de faire la rénovation thermique dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Donc la parole est à présent à Monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports Clément Beaune et j'y associe le député de la Thiérache Jean-Louis Bricout. Monsieur le ministre, 11 000 trains ont été supprimés, TER, dans la région Hauts-de-France depuis le début de l'année. 147 trains ont été supprimés pendant les vacances de la Toussaint qui visent à faire en sorte que les usagers sont confrontés à la dure réalité qui est devant nous, c'est-à-dire qu'on nous demande tous les jours de choisir le train, d'aimer le train, mais les choses sont de plus en plus difficiles dans la réalité du quotidien. Nous qui parlons ici souvent de transition écologique, nous savons que la première pierre, c'est l'investissement sur les infrastructures. En Allemagne, on investit sur 10 ans 86 milliards d'euros. Ici, en France, nous sommes à 2,8 milliards d'euros par an jusqu'en 2030. N'avez-vous pas le sentiment que nous sommes un peu en décalage? N'avez-vous pas le sentiment que finalement, nous sommes trop timides pour répondre à l'urgence climatique? Monsieur le ministre, ma question est donc simple. À quand un grand plan d'investissement pour les infrastructures ferroviaires en France? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-Huil. Vous avez d'abord raison, il faut le dire, qu'il y a une situation difficile spécifiquement dans les Hauts-de-France en ce moment sur les trains régionaux. Je m'en suis entretenu hier avec le PDG de SNCF Voyageurs, je m'en entretiendrai lundi prochain avec le président de région, Monsieur Bertrand. Nous devons trouver des solutions. Je rappelle que c'est la région qui organise le service public des trains express régionaux, mais nous devons évidemment accompagner cela. De quoi s'agit-il en ce moment précisément sur ce point? D'une difficulté à recruter des conducteurs de train, ce qui a abouti temporairement, et j'espère pour le moins longtemps possible, à réduire l'offre, parce qu'avoir des manques de conducteurs et le même plan de transport, ça aboutit à des dégâts encore plus grands auxquels nous devons répondre, et un plan de recrutement est engagé. Je m'en assurerai avec la SNCF et la région pour que cette difficulté persiste le moins longtemps possible. Vous avez aussi souligné un sujet plus profond, qu'est l'investissement dans le système ferroviaire et qui a été évoqué d'ailleurs aussi à l'instant. Je veux d'abord dire, moi je suis fier de notre service public ferroviaire et je veux rappeler la réalité dans toute sa complexité. Nous avons en France, c'est la responsabilité de l'État mais aussi des collectivités locales et des régions, le système qui subventionne le plus, je le redis, et dans lequel l'usager paye le moins en Europe. C'est notre fierté, c'est notre service public. Nous avons réinvesti par ailleurs ces dernières années avec la majorité dans notre service public ferroviaire et notamment dans le réseau qui relève de la responsabilité de l'État. Plus que jamais dans notre histoire, aujourd'hui nous avons près de 3 milliards d'euros d'investissement par an dans le réseau, mais cela met du temps, effectivement, à améliorer concrètement les situations. Devons-nous aller plus loin? Oui. Et c'est pour ça que nous avons lancé, avec d'ailleurs des représentants de l'ensemble des sensibilités politiques, sous la présidence de David Valence, le Conseil d'orientation des infrastructures. Et nous évaluerons d'ici début décembre, avec le rapport de ce Conseil, des investissements à réaliser dans les années qui viennent, car nous avons besoin d'un plan pluriannuel en la matière. Nous aurons aussi à négocier les contrats de plan État-région, dans lesquels l'État sera au rendez-vous avec les régions pour améliorer les choses. Et je le dis, là où nous devons faire effectivement davantage et là où l'État sera au rendez-vous, c'est sur notre réseau ferroviaire. Je l'ai dit, je le maintiens, mais cela s'organise de manière responsable, sans démagogie, de manière pluriannuelle et en travaillant ensemble, l'État et les régions, dans les semaines qui viennent. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Saint-Huil. Oui, Monsieur le ministre, reconnaissons que votre réponse ne répond en rien à l'appel des présidents de région, de toutes tendances confondues, qui engagent le gouvernement à entrer dans un New Deal du ferroviaire avec une perspective d'investissement de 100 milliards sur 10 ans, soit 10 milliards par an. Nous n'y sommes malheureusement pas aujourd'hui. Vous relevez que l'État subventionne de manière importante pour l'usager, vous avez raison de le faire, mais néanmoins reconnaissons que si les infrastructures ne sont pas au rendez-vous, les usagers seront en difficulté. Lundi soir, nous avons voté la représentation nationale 3 milliards d'euros sur le ferroviaire et sous prétexte qu'elle ne vient pas de vos rangs, elle n'a pas été retenue. Je vous engage à faire en sorte que cela soit le cas. Quand vous nous reprochez de voter les uns avec les autres, vous avez la mémoire un peu courte. Souvenez-vous que dans cette Assemblée, si 2 vice-présidents sont issus du Rassemblement national, c'est parce que vous avez voté en leur faveur. Je vous remercie.
La parole est à Monsieur Bastien Marchive pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Une fois de plus, notre pays a été le théâtre de violences et ce week-end, c'est les Deux-Sèvres qui en ont fait les frais et qui ont été victimes de ces casseurs venus de toute la France. Résultat, 61 gendarmes blessés, des systèmes d'irrigation détruits, des agriculteurs intimidés et l'état de droit bafoué. De nombreuses personnes sur ces bancs s'en sont émues et ont témoigné leur soutien à nos forces de l'ordre. Je me joins évidemment à elles et comme de Sévriens, je les en remercie. D'autres en revanche, toujours les mêmes, ont essayé de nous expliquer que l'État cherchait l'affrontement, ont essayé de cautionner le vandalisme et les agressions et allant même parfois jusqu'à participer à ces manifestations. Faut-il leur rappeler que notre Constitution autorise certes le droit de manifester, mais qu'elle le fait, je cite, dans le cadre des lois qui le réglementent? Faut-il leur rappeler aussi qu'à ce titre, et au vu des risques de troubles à l'ordre public qui pouvaient se présenter, cette manifestation avait été légalement interdite par la préfecture et qu'une décision de justice l'a confirmé? Mes chers collègues, imaginez un seul instant que les forces de l'ordre n'aient pas été là. Face à cette minorité violente qui cherche à imposer sa loi, la République et l'État a tenu son rang. Ce n'est pas avec des cagoules et des cocktails Molotov que la cause environnementale doit être défendue. Nous sommes tous soucieux de la bonne gestion de l'eau. Chacun a le droit de s'exprimer, c'est la démocratie. Quand des projets sont actés après plusieurs années de concertation, dans le respect des lois, ils s'imposent à tous. C'est aussi ça, la démocratie. Et quand une minorité de casseurs est là, parmi des manifestants, pour vandaliser, intimider et agresser, et qui sont défendus par des élus de la République, ce n'est plus la démocratie. Et parce que malheureusement, ce qui s'est passé en Deux-Sèvres n'est pas un cas isolé, et que le risque de ZAD est avéré, je vous demande, Monsieur le Ministre, quelles mesures sont envisagées pour que l'état de droit soit rétabli et que les Deux-Sévriens retrouvent leur tranquillité. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bastien Marchive, merci pour votre question. J'ai répondu tout à l'heure à votre collègue sur le fond de ce projet, pourquoi le gouvernement soutient ce projet agricole nécessaire pour le territoire, vertueux, efficace, pour épargner de l'eau, exactement à l'inverse de ce que celles et ceux qui cherchent à cornériser le gouvernement en toute occasion en employant des méthodes politiques assez douteuses voudrais démontrer. Vous me posez la question sur le maintien de l'état de droit, soyez-en assurés. 1700 gendarmes avaient d'ailleurs été déployés le premier jour, 1600 le lendemain. On l'a dit tout à l'heure, 60 d'entre eux ont été blessés, il faut se rendre compte quand même. On parle de gendarmes qui sont venus restaurer et maintenir l'ordre dans un champ face à une manifestation non déclarée. La violence a été telle que 60 d'entre eux sont rentrés blessés à la maison et 20 sévèrement. C'est pas neutre, on ne doit jamais s'habituer à cela. C'est totalement anormal, Les forces de sécurité intérieure ont pu empêcher la constitution d'une ce qu'on appelle une zone à défendre, d'une ZAD, et le calme est plutôt, en règle générale, maintenant ce qui prône sur ce territoire. Donc on veillera évidemment à accompagner la construction de ces projets. Encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un aéroport ou d'un grand centre de loisirs ou d'une usine. On parle encore une fois de creuser un grand trou dans la terre pour y stocker les surplus d'eau de pluie accumulés pendant l'hiver, pour éviter d'affluer dans les rivières pendant l'été. Enfin, on en est quand même là. On en est là. Vous pouvez hurler. Les associations environnementales ont signé pour ce projet. Les élus locaux et des parlementaires de votre bord politique ont signé pour ce projet, qui aujourd'hui sont absents sur ce banc. C'est bien dommage. Ils auraient peut-être pu répondre à ma place encore mieux que je vous le fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais demander au député Arenas de bien vouloir retirer le brassard qu'il porte sur son bras gauche qui contrevient au règlement intérieur de notre Assemblée. Je viens de lui demander par courrier, il ne veut pas se soumettre. Monsieur le député, alors, moi je veux bien faire l'exégèse du règlement, mais en son article 9, tenue en séance, la tenue... Est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît, mes chers collègues? Donc, l'article 9 de l'instruction générale du Bureau précise que la tenue vestimentaire adoptée par les députés dans l'hémicycle doit rester neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à la manifestation de l'expression d'une quelconque opinion. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre par
particulièrement puéril. Et je pèse mes mots, puéril. Nous exerçons un mandat que nous confient les concitoyens. Nous ne sommes pas dans une situation de subordination envers quiconque. Donc vous n'avez pas à vous mettre en grève comme vous avez pu me l'exprimer en réaction à l'action du gouvernement. Grandissez un peu. La parole est à monsieur Aurélien Pradié pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. 17 octobre 2018, je cite, « En relation étroite avec le Président de la République, le gouvernement a pris sa décision. Nous abandonnons le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. » Cette déclaration est celle du Premier ministre Édouard Philippe. Ce président de la République, c'est Emmanuel Macron. Ce jour-là, l'état de droit a abdiqué. Ce jour-là, Emmanuel Macron a dit aux hors-la-loi que leur violence était plus forte que les lois de la République. Ce jour-là, tous ceux qui refusent les règles de notre démocratie ont obtenu un permis de casser. Dans les Deux-Sèvres, 61 gendarmes blessés ont payé vos lâchetés politiques d'hier. Mesurez-vous toute la gravité de la situation. Mesurez-vous qu'il s'agit d'une guérilla organisée, ultra-violente, méthodique, politique contre nos institutions. Mesurez-vous que ces factieux ciblent non seulement nos agriculteurs, notre ressource en eau, mais surtout notre modèle républicain et démocratique. Les élus de la nation qui osent mêler leurs écharpes tricolores à ces casseurs sont indignes de la fonction qu'ils assument au nom de la République. Non, tout n'est pas permis. Ces cagoulés ne représentent en rien le peuple parce que le peuple lui-même ne supporte plus que le politique recule sans cesse quand il s'agit de l'autorité de l'État. Faites enfin courageusement de l'accès à l'eau pour notre agriculture une priorité nationale. Laissez ces héros de pacotille de côté. Madame la Première ministre, Notre-Dame-des-Landes était une reddition démocratique et politique. Vous avez alors ouvert la porte au pire et désormais vous ne contrôlez presque plus rien. Quand rétablirez-vous enfin des limites infranchissables pour nos agriculteurs, notre démocratie et notre République? Merci beaucoup, Monsieur le ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Véran. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pradié, j'ai envie de vous dire, en la matière, je crois que nous sommes dans le même camp. Le camp de la République, des principes républicains, du maintien de l'état de droit. Ne cherchez pas à diviser quand nous cherchons à rassembler, parce que nous avons, et je crois avoir vu sur quasiment tous les bancs de l'Assemblée, les parlementaires se lever pour saluer l'action remarquable des forces de l'ordre face aux velléités de semer le chaos et le désordre à Sainte-Soline. Monsieur le député, Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas la reddition, ce n'est pas l'abandon. Monsieur le député, vous y viendrez un jour, vous y viendrez vous-même un jour, je vous en prends le pari. Notre-Dame-des-Landes, c'est la prise de conscience que la crise climatique impose des transformations systémiques, avec des réactions en profondeur, que les demi-mesures et les faire comme s'il n'y avait pas de problème environnemental, ce n'est plus acceptable dans notre pays. C'est l'abandon de grands projets qui avaient un impact climatique qui était néfaste pour la planète. Et c'est notre capacité à nous réinterroger et à accompagner le changement de modèle, monsieur le député. Ce changement de modèle et ces transformations systémiques que nous portons à travers ce projet de budget, par exemple, en portant le plus grand plan de rénovation thermique des bâtiments. Nous avons aussi transformé de façon systémique le modèle agricole français pour le bio, pour les circuits courts. Nous continuerons d'avancer, monsieur le député. Vous verrez, un jour, vous aussi, vous serez convaincus comme nous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est pour le groupe GDR à Madame Elsa Fossillon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre. Aujourd'hui en France, on soigne mal les enfants. Ce ne sont évidemment pas mes mots, mais ceux de la chef du service pédiatrique de l'hôpital Necker. Ils sont aussi ceux de 7000 soignants et associations de patients qui alertaient l'État le 22 octobre sur une inaction politique irresponsable. L'épidémie de bronchiolite
illustre, révèle à certains la crise qui secoue les services pédiatriques depuis de nombreuses années. Les équipes soignantes redoublent d'efforts pour assurer une prise en charge décente des enfants malades. Sauf que malgré tous ces efforts, ça craque. La pédiatrie craque, l'hôpital craque, les personnels craquent. Et pour cacher le mal fait par vos logiques à notre santé publique, vous culpabilisez les parents en leur intimant de ne pas se rendre aux urgences pour une bronchiolite. Il faudrait privilégier le pédiatre ou le 15, mais monsieur le ministre, bien souvent, ni l'un ni l'autre ne sont disponibles. Vous avez reçu, je le sais, le collectif hier. Les membres disent avoir été écoutés. Mais vous savez, vu comment vous nous traitez quand vous dites nous écouter, ici à l'Assemblée, on a du mal à être rassurés. Les 400 millions débloqués, monsieur le ministre, sont très loin d'être à la hauteur de l'urgence vitale que connaît notre hôpital public. À titre de comparaison, 400 millions, c'est ce que vous avez débloqué pour la ristourne à la pompe jusqu'au 15 novembre. Vous écopez donc le Titanic avec une cuillère en plastique, pour faire mienne l'expression d'une médecin. Le Titanic, c'est la santé publique que vous faites couler par l'assèchement des finances de la sécurité sociale en poursuivant la baisse de son financement par les cotisations sociales. C'est votre 49.3 sur le PLFSS. C'est aussi la baisse honteuse de l'objectif des dépenses en matière de santé au moment même où des enfants sont transférés faute de place et faute de personnel. Et pour finir, vous finissez par annoncer que vous aurez des engagements au printemps. Oui, au printemps, alors que nous entamerons d'ici quelques jours la seconde partie du budget. Alors, monsieur le ministre, sauvez les urgences pédiatriques. Merci. Pour sauver les enfants, c'est vital. Merci beaucoup. La parole est à madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Elsa Faucillon. Tout d'abord, permettez-moi, avant de vous répondre, de rendre hommage aux soignants qui font face partout en France, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, dans des conditions difficiles liées à du manque de personnel, à une épidémie de bronchiolite précoce, on le sait cette année. Certains établissements d'Île-de-France, vous l'avez signalé, ont été contraints de recourir à des transferts de jeunes patients vers des services de réanimation pédiatrique d'autres régions. Je tiens à souligner la solidarité entre les hôpitaux. Je tiens aussi à souligner l'engagement du gouvernement à accompagner les parents dont les enfants sont transférés. Nous sommes nombreux à être parents ici. Nous savons très bien qu'une bronchiolite, c'est très impressionnant, vraiment très impressionnant. Mais dans 98% des cas, une bronchiolite, c'est bénin. Et donc, oui, nous le répétons, avant de se déplacer aux urgences, il faut soit appeler son pédiatre, soit appeler le médecin et faire le 15 avant de se déplacer. Ça n'est pas infantiliser les parents que de dire ça. C'est la façon dont nous devons travailler. Face à cette situation, le gouvernement s'est mobilisé sans tarder. Tout d'abord en recevant les professionnels de santé bien avant le 22 octobre, en allant dans les services de pédiatrie. Vous l'avez signalé, le ministre François Braun a réuni une réunion de crise et des comités de suivi sont mis en place afin de suivre l'évolution de la pédiatrie. Donc oui, le plan de 400 millions a été annoncé hier. Il fait suite, je vous le rappelle, madame la députée, à 53 milliards sur l'Ondam mis en plus depuis 2017, si c'est ça que vous appelez ne pas prendre en compte la santé de nos concitoyens. Donc la mobilisation solidaire de l'ensemble des professionnels de santé, médicaux et non médicaux, en ville et à l'hôpital, est à souligner. Nous maintenons les outils qui ont très bien marché cet été, comme la rémunération supplémentaire de 15 € pour les soins non programmés ou le recours facilité à la télémédecine. Ce plan de 400 millions, c'est un effort sans précédent qui va se traduire par la majoration et la poursuite de la majoration des heures de nuit qui étaient attendues par les professionnels jusqu'au 31 mars, par l'élargissement de la prime de soins critiques qui était jusqu'ici attribuée aux infirmiers en soins généraux et aux cadres de santé, qui va s'élargir aux soignants affectés dans les services de soins critiques. Madame la ministre, merci beaucoup. La parole est à monsieur Louis Marguerite pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, guerre en Ukraine, crise de l'énergie, inflation, la crise économique que nous connaissons actuellement frappe de plein fouet les ménages français et nos entreprises. L'inflation s'élève au niveau historique de 6,2 en France. C'est un record depuis 35 ans. La hausse des prix est particulièrement marquée, nous le savons, dans le secteur de l'énergie, plus 19%, et le secteur de l'alimentaire, plus 12%. Cette inflation touche particulièrement les ménages les plus modestes et nos TPE-PME qui n'arrivent pas systématiquement à répercuter la hausse des prix. Néanmoins, même si l'inflation est élevée, elle demeure la plus faible de la zone euro, qui connaît en moyenne une inflation à 10%, 8,8% en Allemagne, 10,5% en Espagne et même 17,1% aux Pays-Bas. Si l'inflation est donc contenue en France, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de la politique que vous avez menée avec le président de la République et la première ministre.
Bouclier tarifaire sur l'énergie, ristourne sur les carburants, dispositif énergie sur les entreprises, les mesures que nous avons prises ont ralenti l'inflation et soulagé le porte-monnaie des Français. Oui, contre la hausse des prix, l'État agit. Toutefois, l'inflation, même si elle est maîtrisée, peut peser à la baisse sur la croissance française. En effet, après 2,7% pour l'année 2022, elle devrait s'établir autour de 1% en 2023 selon la prévision de vos services. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Si nos perspectives économiques sont meilleures qu'ailleurs en Europe et dans le monde, compte tenu des provisions économiques mondiales dégradées et le contexte énergétique tendu, et alors que le conflit malheureusement en Ukraine dure, comment jugez-vous les perspectives économiques pour nos entreprises et nos ménages dans ce contexte? Et comment pouvons-nous agir pour que les efforts de réindustrialisation historique que nous avons accomplis depuis 5 ans ne soient pas anéantis par la crise énergétique dans un contexte de tenue des comptes publics? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. La présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Margueritte, c'est vrai que le contexte économique international est particulièrement incertain et difficile. La Chine poursuit sa stratégie de zéro Covid, avec un risque de crise immobilière, voire de crise financière. Les États-Unis n'arrivent pas à maîtriser leur inflation et augmentent de plus en plus leur taux d'intérêt. Et en Europe, dans la zone euro, plusieurs États envisagent une récession, notamment notre principal partenaire économique, l'Allemagne. Tout cela sur fond d'inflation galopante, comme nous n'en avons pas connu depuis 40 ans en Europe. Dans ce contexte, vous avez raison de le rappeler, un des pays qui résiste le mieux dans la zone euro, c'est la France. 0,2 de croissance au troisième trimestre 2022, avec un acquis de croissance à 2,5%, un investissement des entreprises qui continue à progresser, 95 000 emplois qui ont été créés au deuxième trimestre, et le taux d'inflation le plus faible de la zone euro, grâce aux mesures qui ont été prises depuis près de 2 ans par le président de la République, par la Première ministre et par l'ensemble de cette majorité. Quelles sont désormais les urgences? La première, c'est évidemment de continuer à protéger nos compatriotes. Et le budget que vous êtes en train d'examiner est un budget de protection contre l'augmentation des prix de l'électricité, contre l'augmentation des prix du gaz. Vous avez aussi, dans ces textes que vous examinez, l'augmentation de l'allocation de soutien familial, plus 50%, 180 € qui vont être versés aux 800 000 familles monoparentales, l'augmentation des retraites, le versement d'un nouveau chèque énergie de 100 à 200 € pour ceux qui se chauffent au fioul. Nous n'oublions personne. Ensuite, nous avons 2 directions essentielles. La première, protéger, soutenir, valoriser notre industrie qui est coincée entre l'augmentation des prix de l'énergie et la politique américaine. Et en deuxième lieu, mieux récompenser encore le travail. Je vous invite tous ici à poursuivre la réflexion sur un meilleur partage de la valeur, que tous ceux qui travaillent soient mieux rémunérés. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Manon Meunier pour le groupe LFI. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Sur les bassines, ces immenses réserves d'eau artificielle, votre collègue, Monsieur Darmanin, a bien réussi à saturer l'espace médiatique sur la forme afin de vous éviter de parler du fond. Alors parlons enfin du fond. Les bassines, c'est une solution court-termiste pour notre agriculture. Face au changement climatique, il faut développer des solutions alternatives comme la renaturation des cours d'eau, le maintien des zones humides, la transition de notre modèle agricole pour des cultures moins gourmandes en eau. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Marie Petenati, hydrogéologue au BRGM. Les sécheresses vont durer et votre solution, c'est de détruire des terres agricoles pour y mettre des bassines qui ne vont faire qu'accentuer le problème. Car les bassines sont une maladaptation qui, à long terme, accentue le niveau de réduction des nappes. Et ça non plus, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jean-François Soussana, scientifique du Haut Conseil pour le climat. Mais vous persistez à vouloir pomper des quantités astronomiques d'eau dans les nappes pour remplir ces bassines l'hiver et laisser l'eau s'évaporer de ces mêmes bassines l'été. Enfin, les bassines s'inscrivent dans le modèle agro-industriel qui a mené à diviser par 3 le nombre de paysans en 30 ans. Et ça, ce n'est toujours pas moi qui le dis. C'est Nicolas Giraud, président dans le Jura et porte-voix des agriculteurs de la Confédération paysanne. À Sainte-Soline, 70% du coût des bassines serait pris en charge par des subventions publiques alors qu'elles ne profiteraient qu'à 12 agriculteurs. Vous persistez à encourager les monocultures de maïs gourmandes en eau, dont les récoltes ne restent même pas sur les territoires français et sont exportées.
Vous persistez à encourager des modèles toujours plus gros au lieu de remettre de nombreux paysans sur nos terres. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin comprendre que votre modèle productiviste, intensifiant tout sauf un paysan, mène nos paysans et le climat droit dans le mur et que le seul modèle durable pour tous, c'est une agriculture intensive en emploi? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, c'est très élégant, Monsieur le député, de hurler ça avant que j'ouvre la bouche. Madame la députée Manon Meunier, vous avez posé une question calme et je vais vous faire une réponse calme. Pour vous dire que actuellement, les 300 agriculteurs, ils ne sont pas 12, hein, ils sont 300. Les 300 agriculteurs, ce qui se passe, c'est que l'été, quand les nappes phréatiques ne sont plus à niveau suffisant, ils ont encore besoin de cultiver, vous voyez, des fruits, des légumes, des herbes pour les animaux, parce qu'ils sont en polyculture. Et que du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait prélever dans les rivières, y compris dans les rivières souterraines de l'eau, ce qui veut dire que vous asséchez les rivières, vous baissez le niveau d'eau, et ça fait par ailleurs du mal aux poissons. C'est pas moi qui le dis, c'est le BRGM que vous citez, qui est le Bureau de recherche en géologie et en minéralogie, qui considère par ailleurs que le projet porté par ces agriculteurs n'est pas de nature à, je vous le dis, à faire baisser le niveau de réserve et à attenter à la biodiversité, pardonnez-moi. Donc le projet, pardonnez-moi, on n'a pas du tout les mêmes conclusions du même rapport du BRGM, c'est un peu dommage. Alors si vous ne faites pas confiance, parce que je suis membre du gouvernement, si vous ne faites pas confiance à M. Fesneau, parce qu'il est membre du gouvernement, faites peut-être confiance aux associations de protection de l'environnement qui en 2019, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, en 2019 étaient autour de la table avec des élus de gauche, avec des élus écolos, avec des élus de droite et avec une quasi-unanimité ont signé un accord pour ce projet local considérant qu'il était vertueux pour la nature puisqu'il allait, je répète le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, réduire de 70% le fait de puiser dans les réserves en période estivale. On récupère dans les nappes phréatiques pendant l'hiver, là où elles débordent et qu'il y a de l'eau, vous savez que ça devient marécageux, le surplus qu'on stocke dans les bassines, qu'on réutilise l'été et on arrête de puiser dans les rivières. C'est un mécanisme, je vous assure, c'est assez vertueux. Vous avez le droit de vouloir tout contester, c'est votre politique, mais regardez la science, si vous ne faites pas confiance, écoutez les associations de protection de la nature, elles sont d'accord avec nous, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je crois que l'ensemble de l'Assemblée apprécierait que quand le ministre vous répond, que vous l'écoutiez. En tout cas, nous aimerions bien l'écouter. La parole est à Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au garde des Sceaux, ministre de la Justice, mais en raison de son absence, je vais l'adresser à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, les chiffres en matière d'insécurité révèlent une surreprésentation d'étrangers parmi les délinquants. À Bordeaux, selon la préfecture de Gironde, 40% des mineurs mis en cause en 2020 pour des faits de délinquance étaient des migrants. À Montpellier, selon le préfet de l'Hérault, 48% des gardés à vue en juillet 2022 étaient étrangers. À Lyon et à Marseille, selon votre collègue M. Darmanin, respectivement 39% et 60% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers. À Paris, selon Laurent Nunez, préfet de police, ce chiffre atteint 48%, mais monte jusqu'à 70% pour les vols avec violence et 75% pour les vols simples et même 63% pour les agressions sexuelles. Et pour terminer la série, le 30 juin dernier, le ministère de la Justice indiquait que plus de 25% des détenus étaient étrangers. Ma question est simple, que vous inspirent ces chiffres ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Oui, Madame la députée Diaz, je vous réponds au nom du gouvernement en l'absence du ministre Éric Dupond-Moretti. Madame la députée, d'abord, je ne sais pas le sens de votre question, mais je n'imagine pas une seconde que vous voudriez laisser à penser que l'impunité serait une règle dans notre pays. Il n'y a pas d'impunité pour les voyous dans notre pays. Et parce que nous combattons l'impunité, figurez-vous, oui, Madame Le Pen, je vous vois sourire, vous savez, parce que nous combattons l'impunité, nous renforçons les moyens de la justice. Vous voyez, ça fait 3 ans que ce Parlement vote une augmentation sans précédent des crédits de la justice, encore 8% cette année. Et vous savez quoi? Vous avez voté contre tous. Vous avez voté contre l'augmentation des moyens de la justice.
Pendant la campagne, vous nous disiez que si vous étiez président de la République, on atteindrait les 9000 magistrats. On les avait déjà dépassés et dans ce quinquennat, nous allons en rajouter 8000 supplémentaires ainsi que des greffiers de justice et des huissiers de justice. C'est la politique de M. Dupond-Moretti que vous combattez, mais au moment de voter les hausses de crédit, encore une fois, vous votez contre. Ce que nous avons fait depuis 2017, Madame la députée Diaz, nous avons passé une circulaire fin septembre en direction des parquets pour une politique pénale extrêmement ferme. Nous avons mis en place des dispositions pour faciliter l'expulsion des délinquants étrangers, c'est ce qu'on appelle la conditionnelle expulsion. Nous allons construire des places de prison supplémentaires. À nouveau, dans le projet de budget pour lequel vous avez voté contre, cette majorité a voté la création de 15 000 places de prison supplémentaires. Joindre les actes aux paroles, Madame la députée. Nous garantissons, notre politique, c'est de garantir la responsabilité pénale en France et procéder aux expulsions une fois que les OQTF définitives ont été prononcées par le juge. Il y a des centres de rétention administrative dans lesquels sont placées les personnes en situation irrégulière qui se sont rendues responsables de délits ou de crimes en attente d'être expulsées afin qu'ils ne restent pas dans nos rues et dans la nature. Madame la députée, j'espère, je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu, mais la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de voter un budget en hausse pour la sécurité et pour la justice dans le pays que vous voulez défendre, faites-le. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée Diaz. Monsieur le ministre, vous êtes incroyable. Malgré des chiffres incontestables, vous continuez votre autosatisfaction et vous tentez de faire diversion. Mais le problème, c'est qu'en continuant à faire la politique de l'autruche, parce que vous êtes incroyablement aveuglé par votre idéologie, vous ne réglerez jamais les problèmes des Français. Moi, je veux juste vous rappeler qu'en France, 70% des gens souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. Vous ne répondez à aucune de leurs préoccupations, mais moi, je vais vous donner un conseil. Si vous souhaitez libérer des places de prison, commencez par expulser les 25% d'étrangers qui les peuplent. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Jernigon pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, vous avez annoncé hier, conjointement avec le ministre du Travail, votre volonté d'atteindre un point d'équilibre qui me paraît juste sur la question migratoire en France. D'une part, mettre en œuvre une politique extrêmement ferme et efficace vis-à-vis des étrangers qui entrent irrégulièrement sur notre territoire, qui s'y maintiennent sans droit ni titre. Et d'autre part, faciliter les démarches et la vie des étrangers qui seraient en capacité de pourvoir des postes, des métiers dits en tension. Vous rappelez aussi, à juste titre, que la maîtrise de la langue française est un pilier incontournable de notre contrat républicain, la première et inéluctable condition de l'intégration. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, un certain nombre d'étrangers mineurs sont pris en charge par les départements. Or, lorsqu'ils atteignent l'âge de leur majorité, ils se retrouvent seuls, sans soutien. Par ailleurs, ce sont parfois des familles qui sont intégrées dans le secteur associatif local et leurs enfants sont scolarisés avec réussite. Dans une vie antérieure où j'étais maire, j'ai été amené à soutenir une vingtaine de jeunes pris en charge par une association afin de leur trouver un toit. Ces jeunes majeurs parlent parfaitement français, ont été scolarisés et ont suivi des stages où ils ont donné entière satisfaction. Néanmoins, les démarches qu'ils ont entreprises pour travailler n'ont pas abouti, et ce, alors même que des employeurs sont disposés à les recruter. Ils ont fait l'objet tout récemment d'une OQTF, sans comprendre la raison de cette décision et au grand désarroi des associations qui les soutiennent. Ma question, Monsieur le ministre, est la suivante. À date, et dans l'attente du dénouement de la loi qui sera débattue ici, que pourrions-nous faire pour mieux prendre en charge ce type de situation? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jernigon. S'agissant des mineurs non accompagnés, je rappelle qu'avant ses 18 ans, le mineur ne dispose pas d'un droit au séjour en tant que tel. Le droit applicable permet de délivrer un titre de séjour temporaire à un mineur non accompagné placé auprès de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'il accède à la majorité, sous réserve qu'il remplisse 3 conditions. Justifié d'un parcours d'insertion sérieux et assidu à travers, par exemple, sa scolarité, ses études, son apprentissage,
ne pas troubler ou avoir troublé l'ordre public et disposer d'un état civil fiable. La situation personnelle de chaque mineur fait l'objet d'un examen précis par les préfets qui tiennent compte du parcours des intéressés, de leur insertion réelle, de leur comportement, en lien avec les structures qui accompagnent les mineurs. Dans bien des cas, un titre de séjour est délivré lorsque ces conditions sont remplies, et c'est l'honneur de la France que d'intégrer des jeunes majeurs étrangers qui respectent nos lois, nos valeurs et travaillent dans des secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Lorsqu'une décision d'OQTF est prise, c'est que les critères prévus par la loi ne sont pas remplis. S'agissant de la situation particulière, monsieur le député, que vous évoquez, je vous invite à nous en faire part plus directement. Elle sera, comme les autres, traitée bien évidemment. Je rappelle que les mesures d'éloignement prononcées par les préfets sont presque systématiquement contestées devant le juge administratif et dans certains cas devant le juge judiciaire. Lorsqu'une mesure d'éloignement est confirmée par le juge, c'est qu'elle est bien conforme aux lois de la République. C'est ainsi qu'elle est mise en œuvre et appliquée. C'est bien dans le cadre de l'état de droit. Le respect de l'état de droit est la ligne qui guide les travaux que le gouvernement a engagés avec le projet de loi ambitieux et équilibré que vous avez évoqué pour l'asile et l'immigration dans la République. Sachez pour finir qu'avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous conduirons très prochainement une large consultation et concertation des élus, mais aussi des acteurs de la société civile qui œuvrent au quotidien dans ce domaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gérard Lesolh pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Lundi dernier, les députés présents en séance ont voté en faveur de véritables mesures pour le climat et pour nos concitoyens. Avec des crédits supplémentaires sur MaPrimeRénov', rappelés par notre collègue du groupe écologiste, puis en votant un amendement historique pour la relance du ferroviaire à hauteur de 3 milliards d'euros, rappelé par notre collègue du groupe Lyotte. Depuis ce vote, nous lisons, nous entendons malheureusement beaucoup de déclarations gouvernementales sur le coût que représente cet investissement pour notre pays et la prétendue irresponsabilité dont nous aurions fait preuve. Oui, les politiques de transition écologique ont un coût important si nous voulons réussir à décarboner l'ensemble de l'économie de notre pays, à commencer par les transports, premier secteur émetteur en France avec 31% des émissions de CO2 émises. Le train, de son côté, assure 10% des transports et représente seulement 0,3% des émissions de CO2 du secteur. Donc, doubler la part du transport ferroviaire dans le pays permettrait donc de réaliser près du tiers de l'effort de décarbonation des transports auquel s'est engagée la France d'ici à 2030. Les 3 milliards de crédits avancés dans l'amendement que j'avais présenté sont issus d'un chiffrage évoqué à plusieurs reprises par le président de la SNCF. Et il est faux de dire, comme le fait votre majorité, que la SNCF ne saurait quoi faire de ces crédits supplémentaires. 90% des Français habitent à moins de 10 km d'une gare. Un tiers d'entre elles ne sont plus desservies. Un autre tiers sont très mal desservies. Il faut donc exploiter ce potentiel. Et l'ensemble des professionnels du secteur sont d'accord avec cette répartition. 1,5 milliard pour la relance du fret ferroviaire, 0,5 pour la régénération du réseau structurant, 0,7 pour la régénération des petites lignes, indispensables pour décarboner les mobilités du quotidien. Alors, ma question est simple. Allez-vous renouveler vos pratiques politiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ou allez-vous encore une fois laisser passer le train de l'environnement et de la démocratie? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lesolh. Je n'ai jamais considéré que l'amendement que vous avez défendu à l'hémicycle ne portait pas sur un sujet essentiel. J'ai d'ailleurs, avec plusieurs de mes collègues, répondu avec précision, tard dans la nuit, lundi dernier, car le sujet mérite le plus grand sérieux, la plus grande méthode, la plus grande responsabilité. La question du ferroviaire en particulier, vous le savez, a fait l'objet de réinvestissements très importants ces dernières années. Nous avons au total triplé l'effort public, l'effort de l'État en faveur du ferroviaire. La question du réseau ferroviaire que j'ai évoqué à l'instant est une priorité. Nous sommes passés d'un investissement qui était inférieur à 2 milliards d'euros il y a moins de 10 ans chaque année dans le réseau ferroviaire, très insuffisant, à près de 3 milliards d'euros aujourd'hui sur la décennie qui vient. C'est l'engagement que nous prenons et qui est vérifié dans ce projet de loi de finances. Donc je crois qu'il faut partir aussi d'une réalité sérieuse, concrète, précise. Est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, est-ce que cela épuise notre effort? Évidemment pas. Je pourrais d'ailleurs citer le plan fret qui a été lancé, plus d'1 milliard d'euros il y a maintenant 2 ans et qui se déploie sur les 6 années qui viennent. Le plan pour les petites lignes, 5,7
7 milliards d'euros qui sont aujourd'hui engagés entre l'État et les régions. 8 ont signé, j'aimerais que toutes le fassent dans les mois qui viennent pour que nous soyons là aussi sérieux. Vous avez porté cette proposition dans votre amendement sur ce sujet dans les années qui viennent. Et oui, sur le réseau, nous devrons encore regarder les moyens. Nous devrons encore programmer de manière pluriannuelle et aller plus loin sans doute. C'est le travail du Conseil d'orientation des infrastructures. C'est le travail que nous ferons ensemble dans les semaines et mois qui viennent. C'est le travail que nous ferons dans les contrats de plan État-région. Mais oui, je le redis, en effet, ajouter 15 milliards d'euros en 3 heures dans un projet de loi de finances en prenant 3 milliards d'euros sur le ferroviaire, 12 milliards d'euros sur la rénovation énergétique, ça ne veut pas dire que les sujets ne sont pas importants, ça veut dire qu'on doit les traiter avec le plus grand sérieux et pas en faisant en effet le coup du rideau ou des coups politiques. Je crois que ce débat mérite mieux, je crois que ce débat nous le poursuivrons avec vous, car je le rappelle, dans le COI, il y a toutes les sensibilités politiques qui sont représentées et ce Parlement aura l'occasion encore d'en discuter dans les mois qui viennent. Je sais, Monsieur Le Seul, pour en avoir discuté avec vous personnellement, que vous êtes attaché au service public ferroviaire comme je le suis et que nous continuerons ensemble cette discussion. Je vous remercie, Monsieur Le Seul. Merci, Présidente. Non, vous n'aviez plus de temps. Je suis désolée, vous étiez à moins de 3 secondes. La parole, mais je pense que les échanges continueront entre vous et le ministre sur ce sujet, je n'en doute pas. Madame Catherine Couturier pour la France Insoumise. Madame la Présidente, merci. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Cela fait des années que les gouvernements successifs, dont le vôtre, cassent le service public à coups de désengagement de l'État et de privatisation, à tel point que les citoyens se sentent abandonnés par la République. 1 an que les élus locaux de tous bords vous alertent sur les finances locales à cause de la flambée des prix. Vous refusez la revalorisation de la DGF à hauteur de l'inflation et vous supprimez la CVAE. Après un premier report du débat, puis un coup de vapoteuse, vous enfumez les esprits avec des annonces au rabais. Vous méprisez les élus locaux par un 4e 49.3. Si le travail de cet hémicycle ne vous intéresse pas, lisez au moins la Gazette des communes. Ces maires contraints de supprimer soit le fromage, soit le dessert. À quand la suppression du plat de résistance? Vous voulez laisser les enfants étudier le ventre vide? Les agents sont poussés à plus de télétravail pour économiser sur le chauffage. Mais qui va payer le chauffage au domicile? Vous préconisez de baisser la température des piscines. Vous arrivez trop tard, les piscines ferment déjà. Des élus envisagent de fermer leurs salles polyvalentes. Après avoir coupé les moyens au secteur associatif, vous laissez mourir les municipalités. Vous avez donc déjà oublié la crise de 2020 et le besoin de lien social. Vous isolez les citoyens. Après avoir supprimé le tarif réglementé, libéralisé le marché de l'énergie et supprimé la taxe d'habitation, vous saviez très bien que votre budget ne passerait pas auprès des élus, ni ici. C'est pourquoi vous avez dégainé le 49.3. Madame la Première ministre, que cherchez-vous à faire? Mettre à mort les communes, décourager les élus et les pousser à démissionner? Je vous remercie. La parole est à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Catherine Couturier. Je crois que vous n'avez pas bien analysé le budget qui vous a été présenté. C'est 2,5 milliards d'euros qui ont été accordés aux collectivités. Et cela a commencé avec, dès le PLFR, 320 millions d'euros qui ont été donnés aux collectivités. S'il vous plaît, s'il vous plaît, collègues, un peu de silence. Mais aussi sur le soutien à l'inflation, nous avons abouti à un mécanisme complet qui évite les trous dans la raquette. Nous augmentons maintenant la DGF de 320 millions. Ça n'a jamais été fait depuis 13 ans. Et c'est votre gouvernement, Monsieur Hollande, qui avait supprimé 11 milliards qui avaient été faits. L'État... Ne vous inquiétez pas, il y a la moitié qui en a fait partie. S'il vous plaît, l'État va soutenir. S'il vous plaît, vous n'avez vraiment aucun respect pour les orateurs, hein, vraiment. S'il vous plaît. Madame la ministre. En fait, on se demande pourquoi on vous répond. On se demande pourquoi on vous répond, parce que de toute façon, c'est vous qui êtes totalement indifférents aux réponses.
Un peu de silence. Maintenant, je voudrais vous dire que toutes les collectivités vont être éligibles à l'amortisseur électrique annoncé par la Première ministre. Là aussi, c'est 1 milliard d'euros pris en charge par l'État. Enfin, les collectivités les plus fragiles seront éligibles au filet de sécurité sur leurs dépenses d'énergie. Et là, c'est 1,5 milliard de prise en charge par l'État. Vous le voyez, les marges préservées vont permettre aux collectivités d'investir. Et là aussi, l'État est présent à leur côté. 2 milliards d'euros de dotation d'investissement qui sont doublés grâce aux 2 millions d'euros du Fonds vert. Regardez, vous le voyez, c'est un budget ambitieux dont le gouvernement est fier. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous n'avez rien compris parce que vous n'avez rien écouté. Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut s'écouter réciproquement? Alors, la parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, il y a quelques mois seulement, les Français ont fait un choix conscient. Celui d'écarter Marine Le Pen de la présidence de la République. Et dans la foulée, ils ont fait le choix tout aussi conscient de ne pas donner de majorité à l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Cette situation aurait dû vous conduire à une toute autre conception du gouvernement de la France. Une pratique plus modeste du pouvoir, disposée au dialogue, prête au compromis. Ainsi, l'examen des budgets de la France, qui est un acte essentiel de notre démocratie et qui touche aux aspects les plus concrets de la vie de nos compatriotes, aurait pu être l'occasion de ce travail constructif. Nous y étions prêts. De nombreux amendements ont été déposés en ce sens, fruit du travail que nous tous, sur tous ces bancs, menons dans nos circonscriptions avec les populations, les acteurs économiques et sociaux. Or, ce travail de co-construction, vous préférez y couper court en dégainant le 49.3 sourire aux lèvres. À ce stade, vous ne faites pas le choix de doter la France d'un budget, mais celui d'empêcher la représentation nationale d'en débattre. Ainsi, nous ne débattrons même pas d'un budget aussi essentiel pour l'avenir de la nation et de nos enfants que celui de l'éducation nationale, où tant de choses sont à reconstruire. Nous ne débattrons pas davantage du budget des collectivités qui sont pourtant le premier rempart contre la crise. Alors, Madame la Première ministre, vous gagnez peut-être provisoirement, mais votre victoire est une victoire à la Pyrrhus. Hier, vous nous avez jugés irresponsables. À notre tour de vous mettre en garde et de nous inquiéter. En contournant l'Assemblée nationale voulue par le peuple, c'est le peuple que vous contournez. Avez-vous conscience qu'en agissant ainsi, vous ouvrez la porte obscure vers l'autoritarisme et le césarisme? Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu. Vous dites que les oppositions étaient prêtes à un travail constructif avec le gouvernement et la majorité sur ce budget. Moi, j'ai plutôt en mémoire les déclarations de l'ensemble des responsables des oppositions dès la fin de l'été, avant même que nous présentions le contenu du budget, sur le fait que quoi qu'il y ait dans ce budget, de toute façon, vous alliez voter contre et chercher à le mettre en échec. C'est quand même comme ça que la discussion a démarré. C'est comme ça que la discussion a démarré. Et pour autant, nous avons tenu à ce qu'il y ait une discussion. Nous avons eu des dizaines d'heures de travail dans les dialogues de Bercy, ici dans cet hémicycle, en commission, qui se sont tenus. Mais à la fin, monsieur le député, il faut donner un budget au pays et il faut donner un budget à la sécurité sociale de notre pays. Parce que la réalité, c'est que si nous voulons continuer à les protéger avec le bouclier tarifaire, si nous voulons pouvoir revaloriser le salaire de nos enseignants, si nous voulons pouvoir recruter 3000 policiers et gendarmes supplémentaires comme nous nous y sommes engagés, il faut un budget pour la France. La seule détermination qui a été la vôtre, affirmée politiquement depuis plusieurs mois, c'est d'empêcher le gouvernement de donner un budget à la France. C'est quand même ça que vous avez réaffirmé tout au long des débats. Alors oui, nous prenons nos responsabilités pour permettre qu'il y ait un budget, mais encore une fois, monsieur le député, vous dites, vous gagnez temporairement, mais personne ne gagne ou ne perd. Les seuls qui gagnent avec un budget, ce sont les Français.
Les seuls qui gagnent avec un budget adopté, ce sont les Français. Vous avez abordé l'éducation nationale, revalorisation des enseignants de 10% à la rentrée prochaine. Vous abordez le débat parlementaire. Nous retenons dans le cadre du 49.3 un amendement porté par le groupe Renaissance, Madame Stella Dupont, qui va permettre de revaloriser de 10% les AESH qui accompagnent nos enfants handicapés dans les écoles. C'est historique et c'est l'engagement de cette majorité et c'est le débat parlementaire. Alors, moi, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que pour la suite... Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Huguette Thiégnat pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. L'été dernier, la France a vécu au rythme de terribles feux de forêt qui ont ravagé plus de 62 000 hectares de végétation dans nos territoires. Ces incendies ont frappé en particulier la Gironde et les Landes, mais aussi touché, entre autres, la Drôme, l'Aveyron, la Lozère, le Lot, la Bretagne, le Maine-et-Loire, le Jura ou encore les Vosges. Je salue l'héroïsme de tous ceux qui ont protégé les Français au péril de leur vie. Acteurs de la société civile, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, agriculteurs et tous les élus locaux engagés au plus près de leurs administrés. Aux pompiers éprouvés dans leur chair, nous devons la reconnaissance de la nation tout entière. Et je veux saluer avec tous mes collègues députés la mémoire du commandant Pascal Allaire et du lieutenant Martial Morin, disparus cet été. Aujourd'hui comme hier, l'État se tient aux côtés de ses soldats du feu. La représentation nationale aussi. Il y a un an, nous avons adopté à la quasi-unanimité la loi portée par Fabien Matras pour laquelle j'étais responsable de texte. Ce texte de loi permet de consolider notre modèle de sécurité et de valoriser le volontariat. En septembre dernier, le gouvernement a revalorisé de façon inédite les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires et vendredi, le président de la République a annoncé une grande stratégie de lutte et de prévention contre les incendies. Aussi, Madame la ministre, pouvez-vous détailler l'engagement de l'État en faveur des acteurs de la sécurité civile ainsi que sa stratégie pour contrer les effets dévastateurs du réchauffement? Merci beaucoup. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Madame Cayeux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Huguette Thiégnat. Permettez-moi à mon tour de m'associer à l'hommage que vous rendez à celles et ceux qui ont protégé les Français des flammes cet été et qui, au quotidien, sont les acteurs de notre sécurité civile. Nous leur devons tellement. C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, le gouvernement est mobilisé en faveur de la sécurité civile. Le président de la République l'a réaffirmé vendredi dernier. Depuis 2017, le budget de la sécurité civile a augmenté de 40%. 10 aéronefs sont acquis ou en cours de livraison et la LOPMI prévoit le renouvellement des 36 hélicoptères de la flotte. Des revalorisations importantes ont été accordées aux professionnels en 2020 ainsi qu'aux volontaires cette année. Enfin, il y a bientôt un an, vous le savez, Madame la députée, vous l'avez rappelé, vous êtes particulièrement investie. La loi dite Matras est devenue le texte ambitieux attendu par la sécurité civile. Tout cela doit nous aider plus spécifiquement à faire face aux enjeux du changement climatique. Car vous l'avez rappelé, les feux de forêt de cet été ont marqué un tournant et c'est afin de préparer l'avenir que le président de la République a annoncé vendredi dernier des mesures d'ampleur. Accroissement de la flotte aérienne, augmentation des renforts humains par la création d'une 4e unité Formisc, le développement des capacités d'engagement des colonnes de renfort financées par l'État, l'allocation de 150 millions d'euros à impact capacitaire avec les collectivités.
Enfin, un plan pour favoriser la disponibilité des volontaires. Vous le voyez, notre capacité est renforcée sur le principe de la solidarité entre l'État et les collectivités pour toujours mieux protéger les Françaises et les Français. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Kevin Mauvieux pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Cette question s'adresse à Madame la Première ministre. Chez certains, le courage est inné, chez d'autres, il est furtif. Lorsque nous avons travaillé sur la loi de finances au début du mois d'octobre, nous avions validé la mise en place d'une sanction fiscale envers les associations et leurs activistes qui utilisent la désobéissance civile et surtout la violence pour affirmer leurs idéologies, notamment envers les agriculteurs. Député de l'Eure, territoire rural et très agricole, je me félicitais alors de cette avancée qui rassurait le milieu agricole. Si nous avions réussi à imposer cette sanction, c'était grâce à vous, à la majorité relative, qui, contre l'extrême gauche, avait fait preuve d'un courage politique en validant cette mesure. Avouons-le, vous avez eu le courage d'envoyer un signal de fermeté à ce moment-là. Mais voilà, le 17 octobre, lors de l'examen en séance publique de cette mesure travaillée ensemble, nous avons assisté à la renaissance, oui, de la lâcheté politique. La majorité décidait alors de reculer sur sa position d'origine et de s'allier avec l'extrême gauche NUPES pour maintenir un laxisme irresponsable envers les associations et activistes violents et anarchistes. La résultante de tout cela ne s'est pas fait attendre. Ce week-end, même pas 2 semaines après votre feu vert implicite de votre majorité à ce type d'action, les associations et activistes violents sont repassés à l'attaque à Sainte-Soline, s'attaquant aux exploitations agricoles et aux forces de l'ordre. Et quand nous voyons comment ces activistes se retournent contre leur propre community manager, l'enseigne NUPES, nous pouvons penser que votre calcul ne vous servira pas, car ils ne vous le rendront pas. Alors la question est simple, Madame la Première ministre, quand votre gouvernement aura-t-il le courage d'agir avec fermeté contre les associations et activistes faisant preuve de violence? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Monsieur le député, tout le monde ici considère les agriculteurs comme des serviteurs de la nature, des amoureux des animaux qui ne comptent pas leurs heures et qui sont au service d'une agriculture française qui rend chacun fier, quel que soit le territoire dont il est élu. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Sans eux d'ailleurs, sans leur intervention, la souveraineté alimentaire ne serait qu'une vague idée au lieu d'être pleinement opérationnelle pour l'ensemble des Français. Et évidemment, chacun d'entre nous est choqué par les discours caricaturaux qui voudraient faire passer les agriculteurs pour je ne sais quel assassin ou martyrisant les bêtes. Alors qui, mieux que les agriculteurs, connaissent les animaux, les aiment, les chérissent et en prennent soin? Il y a eu des évolutions dans le droit qui ont été importantes et que nous revendiquons, que cette majorité revendique, notamment dans la loi Egalim, puisque le broyage des poussins était une technique qui était considérée comme dégradante. Elle a été désormais interdite, de même que la castration à vif des porcelets. Et l'action de la majorité présidentielle, elle est déterminée en faveur du bien-être animal. Le rôle des associations peut être le bienvenu d'ailleurs pour dénoncer. C'est d'ailleurs la différence qu'il faut faire entre militantisme, activisme et la violence. Et moi, je ne laisserai pas dire que tous les militants et tous les activistes sont forcément violents. Ils peuvent avoir une utilité, ils l'ont eu dans l'histoire de notre pays, quelle que soit la cause qu'ils servent, et il ne faut pas les déshonorer comme vous le faites dans votre question. Il ne faut pas faire de parallèle avec les agressions et les dégradations et les violences dont on a été les témoins le week-end dernier à Sainte-Soline. Mais que dit le droit français, monsieur le député? Le droit français, en fait, il a moins d'1 an, à peu près 1 an, et il dit déjà qu'une association qui a été condamnée par la justice, elle ne peut plus bénéficier de déduction fiscale. Ça veut dire que le droit, il dit déjà ce que vous voulez. En revanche, l'amendement auquel vous faites allusion, il entraînait quoi? Il entraînait le fait que la DGFiP, donc les impôts, devaient se voir conférer un rôle de police pour aller contrôler directement sur place si une association était digne ou non de bénéficier d'une déduction fiscale. C'était excessif, c'était contraire au droit, et donc désormais la loi française va pouvoir s'appliquer. Des premières condamnations viendront bientôt et les exactions menées de manière outrancière par certaines associations à l'encontre de nos agriculteurs seront punies et cesseront. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole, je crois que vous avez 3 secondes. 3 secondes pour dire qu'effectivement le courage est furtif. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame le Premier ministre. En matière d'immigration, il ne peut pas y avoir de « en même temps ».
Ou vous voulez plus d'immigration, ou vous voulez moins d'immigration dans notre pays. Nous, députés Les Républicains, nous voulons moins d'immigration en France, car nos capacités d'intégration ont depuis longtemps largement dépassé le seuil de saturation. Vous voulez toujours plus d'immigration dans notre pays, à l'instar de ces 5 dernières années. Record du nombre de demandeurs d'asile, record du nombre de titres de séjour délivrés, record du nombre de clandestins, record d'inexécution des OQTF. Votre bilan est désastreux. Pour reprendre les mots de Gérard Collomb, en matière d'immigration, 50 perdus. En proposant une vague de régularisation massive de travailleurs clandestins qui, demain, seront éligibles au regroupement familial, votre gouvernement poursuit son chemin sur la voie de la lâcheté et de la facilité, en faisant de l'immigration la solution à tous les dysfonctionnements du marché du travail. Au lieu de remettre au travail ou en formation les 5,5 millions de chômeurs déjà présents dans notre pays pour pourvoir l'une des 300 000 offres vacantes, vous préférez vous incliner devant les suppliques du patronat plutôt que de vous interroger sur les raisons qui poussent certains chômeurs à refuser de reprendre un travail ou sur celles qui font de la France l'avant-dernier pays de l'OCDE en ce qui concerne l'inadéquation entre besoins et offres de formation. Il existe cependant un chemin vers la reprise en main de notre politique migratoire, mais pour cela, il vous faut du courage. Diminuer drastiquement l'immigration familiale et étudiante, qui sont devenues des trappes à clandestinité, puis à bas salaire. Passer d'une immigration familiale subie, sous-qualifiée, à une immigration choisie, surqualifiée, comme le font les autres pays. Obtenez enfin les laissez-passer consulaires nécessaires aux expulsions en tordant le bras des pays d'origine des clandestins, en supprimant les visas, l'aide publique au développement et les transferts d'argent vers ces pays. Alors, Madame la Première ministre, êtes-vous enfin prête à abandonner le « en même temps » migratoire, à faire preuve de courage et à écouter nos propositions? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dumont, vous avez bien voulu évoquer les pistes que le ministre de l'Intérieur et moi-même avons ouvertes pour lancer un débat sur l'immigration dans la perspective d'un débat parlementaire et ensuite d'un projet de loi. Quelles sont les priorités que nous poursuivons? Elles sont au nombre de 3. D'abord, faire en sorte que notre système de demande d'asile, d'accueil et de traitement des demandes d'asile soit amélioré. Et que faisons-nous pour cela? Nous nous inspirons du rapport adopté à l'unanimité de la Commission des lois du Sénat, rapport du sénateur Buffet, de votre famille politique, qui préconise un certain nombre de mesures pour accélérer les instructions, faire en sorte que les demandes d'asile soient mieux traitées et que nous soyons ainsi plus efficaces. La deuxième priorité que nous poursuivons, c'est de trouver plus d'efficacité et plus de fermeté. De l'efficacité dans la mise en œuvre des décisions de justice et de police, de la fermeté dans leur application. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, tout sera mobilisé pour faire en sorte que les OQTF soient effectivement suivis des faits. Tout sera mobilisé aussi pour que les conditions d'installation durable sur le territoire soient plus exigeantes, notamment en matière d'immigration et d'intégration, pardonnez-moi. Et enfin, nous avons une troisième priorité, celle à laquelle vous avez bien voulu consacrer le plus de temps. C'est la question de l'intégration. Avec une conviction, le travail est le meilleur outil d'intégration. Le travail des immigrés présents sur notre territoire, le travail de demandeurs d'asile issus de pays dont nous savons pertinemment que l'asile sera accordé parce que ce sont des pays particulièrement dangereux et plutôt qu'attendre des mois, il vaut mieux qu'ils puissent travailler directement et ainsi s'intégrer. Et puis nous voulons effectivement permettre à un certain nombre de travailleurs étrangers en France, en situation irrégulière, qui travaillent et qui bien souvent occupent des postes particulièrement difficiles, dans la droite ligne finalement de la circulaire dite circulaire Valls, de faire valoir un droit à la régularisation dès lors qu'ils occupent un emploi sur un métier dans un secteur en tension. C'est une demande des employeurs, vous l'avez dit, c'est aussi une question de dignité. Ça n'est pas un plan de régularisation massive. C'est une étude au cas par cas pour faire en sorte de regarder la réalité en face, parce que regarder la réalité en face devrait être le premier enseignement à tirer à l'ouverture d'un tel débat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Isabelle Santiago pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé et de la Prévention. Aujourd'hui en France, on soigne mal nos enfants et nos adolescents. L'alerte de la pédopsychiatrie s'ajoute à la crise de la pédiatrie. Un rapport de la Défenseure des droits indiquait que la crise sanitaire avait provoqué un doublement des syndromes dépressifs chez les 15-24 ans, ainsi qu'une hausse vertigineuse des troubles anxieux et des phobies sociales. Les effets psychiques et psychosomatiques sur nos enfants sont bien visibles et pour longtemps.
À cela s'ajoute qu'ils sont de plus en plus jeunes. Selon le même rapport, on dénombre 25 départements non couverts pour la pédopsychiatrie ou dotés de services uniquement ambulatoires. Beaucoup de nos régions n'ont pas un seul professeur de pédopsychiatrie et donc pas de possibilité de former les professionnels. Nous manquons de lits d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Nous avons demandé dans mon département depuis plusieurs années l'ouverture d'une unité qui n'est toujours pas effective. Cela oblige les enfants, les adolescents, y compris ceux qui sont passés avec des passages à l'acte, à rentrer bien évidemment par le secteur de l'urgence, mais sans lit de pédopsychiatrie, ils sont évidemment dans le cadre de la pédiatrie et qui arrivent aujourd'hui à bout de souffle. Tout le monde est à bout de souffle sur la prise en charge et l'accompagnement de notre jeunesse. Résultat, pour environ 200 000 enfants qui ont besoin de soins et d'accompagnement, seuls 600 pédopsychiatres sont disponibles à l'échelle de notre territoire en France. Les délais moyens. Pour chaque famille qui écoutera cette question, pour chaque député qui entend des familles dans les circonscriptions, le délai moyen en CMPP, après un moment d'échange souvent venant de l'éducation nationale pour un enfant qui a un trouble du comportement ou du langage, c'est de 6 à 18 mois. Aujourd'hui, cette situation n'est plus... Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Isabelle Santiago, vous l'avez signalé, la santé mentale et la santé mentale de nos enfants est un enjeu majeur. Vous l'avez aussi signalé, la pédopsychiatrie, comme beaucoup de professions médicales, est en crise. Nous manquons de pédopsychiatres. Les assises de la santé mentale de septembre 2021 ont permis néanmoins de donner un nouveau souffle à notre feuille de route en matière de santé mentale. Parmi les actions de la santé mentale des jeunes, elles ont prévu une augmentation sur 3 ans de 400 équivalents temps plein en 2022 et 2024 pour renforcer les effectifs des centres médico-psychologiques infanto-juvéniles, la création d'une maison d'adolescents dans chaque département. En réponse à la dégradation de l'état santé mental constatée chez les jeunes, nous avons aussi reconduit auprès de jeunes publics sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans les établissements d'enseignement, la campagne de communication « J'en parle à » réalisée par Santé publique France. Nous soutenons aussi des dispositifs importants comme Nightline France, ce sont des étudiants qui parlent aux étudiants, le 3114, le fil santé jeune. Le dispositif Mon Psy, qui permet de prendre en charge 8 séances de psy remboursées à 65%, a permis de référencer 2000 psys qui ont permis de prendre en charge 30 682 jeunes pour 95 000 séances réalisées pour un montant de plus de 2 millions d'euros. Depuis 2019, 200 IPA en psychiatrie santé mentale ont été formés et nous prévoyons d'accélérer avec 270 IPA délégués. Nous devons continuer la montée en puissance de tous ces outils. D'autre part, les services de pédopsychiatrie sont pleinement concernés par les mesures d'urgence annoncées hier par le ministre de la Santé François Braun et par, bien sûr, vous l'avez souligné, les assises de la pédiatrie à venir en septembre prochain parce que la santé des enfants est un enjeu majeur. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michaël Cosson du groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la Ministre de la Cohésion territoriale, mais aussi peut s'adresser à l'ensemble des membres du gouvernement. Et j'associe la députée Josso, députée de Loire-Atlantique, à cette question. Algues vertes, ces deux mots résonnent en Bretagne depuis 60 ans. Les gouvernements se sont succédés sans pour autant résoudre totalement ce fléau. Depuis les années 2000, des plans de lutte contre les algues vertes associant le milieu agricole se sont succédés, mais n'ont pas évité des fermetures de plages ou des accidents parfois dramatiques. Pour les associations, les médias ou des députés en voyage nuptial, c'est l'occasion à chaque fois de dénoncer l'inefficacité des collectivités, de l'État, du monde agricole, les désignant systématiquement comme coupables dès lors que cela devient devant la justice, comme la semaine dernière au tribunal administratif de Rennes. Depuis 2021 et le 3e plan de lutte contre les algues vertes, un sous-préfet a été nommé pour la Bretagne et pour apporter des solutions au monde agricole et aux collectivités. Mais les moyens employés restent insuffisants, sont dignes du début du XXe et pas du XXIe siècle. L'absence de résultats tangeant sur les quantités d'algues vertes a de graves conséquences en termes environnementaux, économiques ou de santé. On sait aujourd'hui qu'il faut déployer des actions dans le domaine agricole, la recherche ou peut venir à bout de ce fléau. Ainsi,
Nous devons accompagner la profession agricole vers un modèle vertueux au regard de l'étendue du problème qui ne se limite plus à la Bretagne, vers un modèle économiquement durable avec lequel nos agriculteurs pourront vivre dignement et effacer aussi cette image désastreuse des marées vertes. Quelle action l'État compte apporter pour ne plus être dans la réaction, pour rassurer les collectivités sur la saison prochaine afin qu'elles ne soient pas à nouveau amenées à fermer des plages? Madame le ministre, mon plus grand espoir est que nous y arrivions enfin à marcher sur toutes nos plages tout au long de l'année. Je ne vous demande pas de marcher sur la Lune, mais juste que nous puissions mener au moins une commission d'enquête pour résoudre ce problème durablement. Je vous remercie. La parole est à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michaël Cosson, vous interrogez le ministre de la Transition écologique sur le problème des algues vertes. Je connais votre engagement sur ce sujet comme parlementaire et comme ancien maire de la commune d'Illion. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Christophe Béchu qui est en Gironde sur la continuité des annonces du président de la République sur la forêt. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement est engagé dans la lutte contre les algues vertes depuis 2010. Les 2 plans de lutte contre les algues vertes successifs ont déjà permis une diminution de la teneur moyenne en nitrate de l'eau de plus de 40% par rapport à 1998. Ces plans permettent aussi d'améliorer les connaissances sur les causes de prolifération des algues et les leviers pour y remédier. Nous mettons l'accent sur des systèmes agricoles performants en assurant le ramassage et le traitement des algues. Une 3e version du plan sera proposée d'ici la fin de l'année par le préfet de Bretagne, comme vous l'avez cité. Notre mobilisation se traduit aussi par une hausse des crédits prévus pour ce 3e plan algues vertes. Les 5 millions d'euros annuels prévus dans le cadre du 2e plan seront reconduits et abondés de 5 millions d'euros supplémentaires par an, issus notamment du Fonds européen agricole pour les algues, pour développer la ruralité grâce à une mesure spécifique inclue dans la nouvelle PAC. Par ailleurs, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne reste mobilisée. Elle a ouvert une ligne de 5 millions d'euros supplémentaires en 2022 sur des projets de paiement pour des services environnementaux pour accompagner les projets territoriaux environnementaux en Bretagne et visant un changement en profondeur des pratiques agricoles, notamment par la diminution du recours aux produits phytosanitaires. Voilà l'action que nous allons continuer à mener en Bretagne spécifiquement. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Yannick Neuder. Madame la ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Aujourd'hui, la pédiatrie est à genoux et les enfants sont en danger. Je me joins à ces mots adressés par plus de 7000 soignants au Président de la République il y a quelques jours. Depuis quelques semaines, nos services pédiatriques sont saturés. Les bébés sont transférés à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux et tous les jours, des soins importants sont déprogrammés. Le problème ne date pas d'hier. Que sont devenues les préconisations de la mission Flash de l'IGAS, publiée en 2019 et son rapport paru en 2021? Je vous les redonne. Avez-vous amélioré la gestion du plan hivernal et la gestion des alertes? La réponse est non. Avez-vous facilité le recrutement et la fidélisation des infirmiers et puéricultrices en soins critiques? La réponse est toujours non. Pourtant, vous avez les réponses. Alors que les représentants de la pédiatrie vous exhortent à des mesures structurelles, on comprend toutefois que votre budget, votre Ondam insincère, voté à coup de 49.3, vous contraint à des mesurettes malheureusement provisoires, comme l'heure de nuit qui augmentera bien, mes chers collègues, de 1,79 €. Rien n'a été annoncé sur la revalorisation de la permanence des soins. Par ailleurs, votre calendrier est déconnecté de la réalité et de l'urgence avec des assises de la pédiatrie prévues au printemps. Les soignants ont lancé un cri désespéré face à cette situation critique engendrée par une épidémie pourtant habituelle. Monsieur le ministre, alors que vous allez bientôt faire accepter aux Français l'idée que désormais les enfants ne pourront plus être soignés correctement, ma question est simple. Est-ce que l'État va reconnaître sa responsabilité dans cette crise que nous traversons et ne pas la faire porter aux soignants? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Neuder. Monsieur le député,
Vous avez souhaité interroger le gouvernement sur la situation des services de réanimation en pédiatrie. Vous le savez, et vous l'avez signalé comme beaucoup d'autres, l'épidémie de bronchiolite touche particulièrement le territoire métropolitain depuis quelques semaines. Et je ne vous laisserai pas dire que les enfants sont en danger. Tous les enfants sont pris en charge et soignés. La situation de la pédiatrie est l'un des symptômes de la crise de l'hôpital que nous connaissons et une démonstration supplémentaire des nécessités de transformer en profondeur notre système de soins. C'est notre volonté avec le ministre François Braun dans le cadre du Conseil national de la refondation. Face à cette situation tendue en pédiatrie, le gouvernement s'est mobilisé sans tarder, je le redis. Le ministre s'est déplacé dans plusieurs services de pédiatrie, des réunions de crise ont été mises en place et des comités de suivi réguliers sont instaurés, en particulier dans les régions les plus impactées. Par ailleurs, le gouvernement a tenu à rappeler les éléments essentiels d'information et d'orientation des familles. Nous attendons une mobilisation solidaire, et je le souligne, de l'ensemble des professionnels de santé, médicaux, non médicaux, en ville et à l'hôpital. Pour soutenir cette mobilisation, le gouvernement maintient les outils mis en œuvre cet été, comme la rémunération supplémentaire de 15 € pour les soins non programmés ou le recours à la télémédecine. En complément, face aux difficultés traversées par le secteur, le gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures pour renforcer encore davantage notre soutien à la pédiatrie et à l'hôpital, en valorisant mieux le travail de nuit, en soutenant la technicité du travail des soignants dans les services de soins critiques, notamment en pédiatrie. Les ARS ont également reçu comme consigne de mobiliser les fonds d'intervention régionaux, dit le FIR, pour répondre de manière ciblée aux tensions qui pourraient survenir dans certains établissements ou services. Enfin, afin d'apporter des nouvelles solutions structurelles pour cette filière, nous tiendrons au printemps des assises de la santé de l'enfant ayant vocation à construire ces solutions. Vous voyez, monsieur le député, nous sommes entièrement mobilisés sur ce sujet clé. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Noder. Ministre, nos services de pédiatrie brûlent, vous nous proposez de la télémédecine, vos réponses sont à la hauteur de vos auditions en commission, vous faites de la communication, vous ne répondez pas au fond et nos hôpitaux sont en danger. Je vous remercie. La parole est à Madame Géraldine Granger pour le groupe Rassemblement national. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre. Je suis le porte-parole aujourd'hui de Céleste, étudiante en 6e année de médecine, et ceci est la lettre qu'elle vous adresse. Je cite: « En me réveillant ce matin, comme tous les externes en médecine de France, je m'apprête à aller en stage à l'hôpital pour apprendre mon futur métier. J'ai appris que tout travail méritait salaire. Cependant, je suis moins payée que le salaire minimum légal prévu pour un stagiaire. C'est illégal, mais je l'accepte car mon rêve, c'est d'être médecin. Ce soir, je suis de garde aux urgences. Les brancards dans les couloirs, la plainte des patients ulcérés d'attendre, l'angoisse permanente des soignants qui doivent agir en un minimum de temps avec peu de moyens et la fatigue qui s'accumule. Cette semaine, j'ai travaillé 68 heures, dont 2 gardes de 24 heures. Ces études m'ont volé les soi-disant plus belles années de ma vie. 9 ans de sacrifice à travailler jour et nuit pour faire le métier de mes rêves. Je me suis donné corps et âme. J'ai perdu des amis, sacrifié Noël et anniversaire et mis de côté mes projets de mariage et d'enfants. Et aujourd'hui, j'assiste impuissante à la chute de l'hôpital public et de ses soignants dans l'indifférence générale de votre gouvernement, aggravée par vos choix politiques inadaptés et inefficaces. J'avais pour ambition de devenir un bon médecin généraliste, mais comme des centaines d'autres étudiants en médecine, vous m'avez dégoûté de ces études. Madame la Première ministre, non, l'article 23 visant l'ajout d'une 4e année au diplôme d'études spécialisées de médecine générale ne fera pas de nous de bons jeunes médecins. Un bon jeune médecin, c'est un médecin accompagné. Où sont les maîtres de stage dans les déserts médicaux? Madame la Première ministre, qui peut former les étudiants en médecine dans les déserts médicaux? Les infirmières, comme ça se pratique déjà dans certains hôpitaux? Madame la Première ministre, non, l'article 25 visant à interdire l'intérim ne solutionnera pas le problème de personnel. L'intérim répond à la demande du manque de médecins que vous avez créé. Madame la Première ministre, qui comblera le manque de médecins dans les hôpitaux de périphérie si l'intérim est supprimé pour les jeunes diplômés? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Granger.
Il y a plusieurs questions dans votre question. Tout d'abord, je vais commencer par le dernier point qui concerne la lutte contre l'intérim. Tout d'abord, vous rappelez qu'une loi a été votée ici, la loi RIST, qui permet de lutter contre l'intérim. C'est une loi qui a été demandée par tous les professionnels de santé, qui crée des injustices à l'hôpital, notamment pour les personnels qui sont employés dans ces hôpitaux. Il faut réguler l'intérim. Le décret d'application sera pris et la régulation de l'intérim sera mise en place au 1er mars 2023. Dans le PLFSS, il y a une mesure également qui permet de lutter contre l'intérim dès l'installation. La question concerne la 4e année de médecine générale. Nous luttons contre les déserts médicaux et accompagner la formation des professionnels et des jeunes professionnels est un enjeu majeur. C'est pour ça que dès 2018, le gouvernement précédent, selon la dernière législature, a supprimé le fameux numerus clausus, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en France des déserts médicaux. Cette 4e année de médecine, c'est avant tout un enjeu pédagogique pour les jeunes médecins. Nous avons besoin de médecins traitants, nous avons besoin de médecins généralistes, nous le redisons, ce qui permettra de découvrir et d'exercer dans un objectif de suivi chronique des patients lors d'un stage d'1 an auprès d'une patientèle. Il y a en France 14 000 maîtres de stage. Nous invitons et nous incitons les médecins installés à devenir maîtres de stage, même dans les déserts médicaux. Cette 4e année de médecine générale, c'est aussi une mesure d'équité, puisque c'est la seule spécialité, la médecine générale, qui n'avait pas cette phase de 4e année et cette phase de consolidation. Ça permet d'acquérir de l'autonomie dans le cadre protecteur de la supervision. Enfin, nous le redisons, cette 4e année de médecine ne sera pas faite contre les étudiants, elle sera faite avec, puisque nous avons créé une mission avec 4 personnes qualifiées qui ont pour mission, avec les étudiants, avec les élus et avec les professionnels, de construire le contenu de cette 4e année. Et les comptes rendus de cette mission seront rendus fin juin 2023. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Lenné pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Klein, chers collègues, ce mardi débutait la trêve hivernale. Si c'est un répit utile pour certains, l'accès à l'hébergement durant les mois d'hiver reste un problème majeur. Vous envisagiez pourtant la suppression de 14 000 places d'hébergement. Il aura fallu l'interpellation des associations et celle des députés de la NUPES qui avaient déposé des amendements en ce sens mais qui ne pourront être examinés dans cet hémicycle pour cause d'un énième 49.3 pour que vous changiez d'avis. Une annonce utile donc, alors que contrairement à ce que certains veulent nier ici, il y a encore aujourd'hui des enfants qui dorment à la rue. 631 personnes en sont même mortes en 2021. On ne meurt pas dans la rue, on meurt de la rue. Nous n'avons pas oublié la promesse d'Emmanuel Macron qui assurait en 2017 que plus personne ne dormirait dehors. 5 ans plus tard, quel bilan? Le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. 15 millions de personnes souffrent du mal logement et le 115 ne répond plus malgré l'engagement indéfectible des acteurs que nous voulons saluer. Vous avez affirmé vouloir mettre fin à la politique du thermomètre. Nous vous demandons maintenant d'en finir aussi avec la politique de la calculette. Il est temps de mettre en œuvre un véritable plan d'éradication du sans-abrisme. Monsieur le ministre, allez-vous enfin demander au préfet d'appliquer la loi en réquisitionnant les logements nécessaires à la mise à l'abri de ceux qui en ont besoin, et notamment des enfants? Par ailleurs, allez-vous cesser de ponctionner les bailleurs sociaux pour engager la construction des logements utiles au parcours de réinsertion? Enfin, alors que les associations redoutent les conséquences de la flambée des prix de l'énergie, pouvez-vous nous assurer qu'en mars prochain, ne recommenceront pas ces pratiques qui bafouent notre morale républicaine, celle des expulsions sans relogement, qui placent des familles entières dans la spirale de la misère et de l'exclusion? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lenné, je vous remercie de votre question. Elle traite d'un sujet extrêmement important. On a déjà plusieurs fois parlé dans cet hémicycle à juste titre. D'abord, celui des familles avec enfants à la rue. Et vous savez, notre engagement à tous pour qu'aucun enfant à la rue puisse rester à la rue. Et avec la Première ministre et Charlotte Caubel et l'ensemble du gouvernement, nous sommes extrêmement mobilisés. J'ai réuni plusieurs fois les associations. J'ai fait une visio avec l'ensemble des préfets à la fin de la semaine dernière pour qu'on soit tous mobilisés. Et vous le savez aussi, l'ensemble des associations concernées par ce sujet se réunissent
réunissent maintenant chaque semaine pour travailler à résoudre cette situation. Vous me le reprochez au cas par cas, mais je ne sais pas faire autrement que de résoudre cette situation au cas par cas. Pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, et ça a été dit tout à l'heure par mes collègues, oui, le gouvernement porte avec fierté un amendement qui rajoute 40 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence et maintenir au plus haut niveau jamais atteint, c'est-à-dire à 200 000 places d'hébergement d'urgence pour l'année 2023. Et je crois que c'est un travail collectif que nous pouvons saluer. Et je veux remercier l'ensemble des parlementaires et Madame la Première ministre d'avoir soutenu cette disposition. Sur les expulsions locatives, j'ai eu l'honneur de présider tout à l'heure pour la première fois l'Observatoire des expulsions locatives. Je peux vous assurer que fort heureusement, il n'y a pas d'explosion du nombre des expulsions locatives, mais nous y serons très attentifs. Là encore, l'ensemble des associations étaient présentes. Nous sommes tous mobilisés pour faire de cette trêve hivernale un temps de travail. Je veux aussi attirer l'attention de l'ensemble des rangs de cette Assemblée. Si on veut être efficace sur les expulsions locatives, je veux redire que le FSL est un moyen extrêmement efficace et je souhaite que l'ensemble des départements, que les spécialistes de l'énergie participent à l'abondement du FSL pour que nous puissions effectivement lutter de manière efficace contre les expulsions locatives, qui est toujours un échec. Pour ce qui est du bouclier tarifaire, je crois que vous êtes suffisamment au courant de ce qui se passe dans cet hémicycle. Merci, et nous protéger. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Lenné. Oui, juste pour que chacun ne se laisse pas endormir, je rappelle que vous avez renoncé à supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence. Vous n'avez fait aucun cadeau à personne, vous avez juste évité la honte. Je vous remercie. La parole est à Madame Marie-Pierre Rixain pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. La concrétisation comme l'effectivité des droits économiques des femmes requiert des politiques volontaristes et des engagements féministes. Le président Emmanuel Macron, en faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de ces deux quinquennats, a créé un momentum qui nous engage à revoir un certain nombre de blocages systémiques, fruits d'une histoire économique patriarcale. 15,8% de rémunération de moins pour les femmes conduit ainsi le collectif Les Glorieuses à rappeler justement que les femmes, à partir de demain, 9h10, travailleront gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. L'index de l'égalité professionnelle a précisément été conçu pour s'attaquer aux inégalités salariales. Il produit déjà ses effets en sanctionnant les entreprises qui ne respectent pas le principe d'égalité professionnelle. Au-delà, pour les femmes, demeurent des inégalités de revenus intolérables. 30% de chances de moins de trouver un financement pour leur entreprise, 42% de pensions de retraite en moins et même 12,5% d'argent de poche de moins pour les jeunes filles. Face à ces chiffres, nous ne nous résignons pas. La loi du 24 décembre 2021, qui vous doit tant, Madame la Première ministre, consacre de nouveaux droits économiques pour les femmes. Obligation de verser leurs revenus sur un compte bancaire dont elles sont titulaires, prévention des violences économiques, principe d'égaconditionnalité pour les entreprises soutenues par BPI France, quotas dans les COMEX et CODIR des grandes entreprises. Mais alors que la mutation de l'emploi s'accélère, que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, comment permettre à toutes les femmes de saisir les nouvelles opportunités professionnelles qui se dessinent, condition de leur future autonomie économique et financière et garantie, comme l'écrivait Simone de Beauvoir, de leur indépendance, de leur bonheur et de leur liberté. Merci beaucoup. La parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Merci Madame la Présidente, Madame la députée, chère Marie-Pierre Rixain. Je vous remercie pour votre question. Oui, l'égalité professionnelle est au cœur de la grande cause des deux quinquennats du président de la République. Pour les femmes, l'égalité n'est pas innée, l'égalité ne se décrète pas. Face aux inégalités, c'est la société tout entière qui doit faire bloc, mais elle se construit aussi par la loi. C'est ce qu'a fait le gouvernement à travers l'index de l'égalité professionnelle en 2018 pour résorber les inégalités salariales. Les entreprises se sont bien emparées de cet outil et près de 10 000 contrôles ont été effectués depuis le début de l'année. Mais il faut encore progresser. Cette ambition d'égalité, c'est aussi la loi que vous avez portée, Madame la députée, avec le soutien résolu du gouvernement.
et la mobilisation sans faille de la majorité. Pour accompagner les entreprises dans leurs nouvelles obligations de transparence, nous lançons aujourd'hui, avec Olivier Dussopt, le site internet Représentation équilibrée, dédié justement à la déclaration des écarts de représentation entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés. Comme vous l'avez souligné aussi, Madame la députée, les femmes doivent être davantage présentes dans les filières d'avenir, dans tous ces métiers d'avenir. Et c'est l'esprit des assises que nous lancerons avec Pape Ndiaye et Sylvie Retailleau, justement sur ce sujet. Et c'est le travail aussi que je mène depuis maintenant plusieurs mois aux côtés des entreprises. Mesdames et messieurs les députés, rétablir l'égalité n'est pas une faveur accordée aux femmes. Rétablir l'égalité, c'est réparer une injustice, mais c'est aussi un formidable enjeu de performance pour toutes nos entreprises aujourd'hui et demain. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Le 25 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'annulation ou le report des grands événements populaires prévus aux mêmes dates que les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le viseur, notamment les grands festivals culturels qui demandent la présence de policiers. Ces manifestations ont déjà subi la crise du Covid et aujourd'hui, certains festivals jouent leur survie. Cette annonce a particulièrement inquiété évidemment tout le milieu et en particulier en Bretagne. Vous savez que nous avons de nombreux festivals, Festival de Cornouailles, l'Interceltique de Lorient, les Vieilles Charrues, le Bout du Monde, mais aussi Hellfest. Ce sont des centaines de milliers de festivaliers avec des retombées économiques importantes pour le territoire. Un festival peut représenter une part essentielle du chiffre d'affaires d'un établissement de restauration, sans parler des associations et des personnels qui en vivent. Les Jeux Olympiques sont un événement majeur, mais rappelons qu'en termes d'investissement public et de retombées économiques, ils bénéficieront surtout à la région parisienne. Si vous ajoutez à cela la mise sous cloche de la vie culturelle de nos territoires durant cet événement, vous imaginez le mécontentement de nos concitoyens. Une réunion a été convoquée hier au sein de votre ministère où l'on apprend que les décisions seront prises au cas par cas. Cela ne nous rassure pas. Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que ces grands événements festifs et culturels pourront se dérouler à l'été 2024 dans nos régions? Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de ma collègue, la ministre de la Culture. Et je veux d'emblée vous le dire, tous, nous souhaitons qu'il y ait des festivals en 2024. On en compte plus de 7000 à travers les territoires. Souvent l'été, ils font partie de l'ADN de la France. Vous l'avez dit, ils sont attendus par le public et souvent moteurs de l'économie locale. La Bretagne, en effet, en est un très bel exemple. Mais nous devons aussi nous projeter tous ensemble à l'été 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques seront une formidable fête populaire, pas seulement en Île-de-France. Ils doivent être une fierté pour notre pays. Leur organisation nécessitera inévitablement un engagement hors norme de nos forces de l'ordre. Nos manifestations culturelles les plus fréquentées requièrent, vous l'avez dit, aussi la sécurisation par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc de concilier le mieux possible la vitalité culturelle qui définit la France avec l'organisation des Jeux qui impliqueront une mobilisation inédite en matière de sécurité. C'est exactement ce travail que nous menons avec Gérald Darmanin et Rima Abdul Malak. La ministre de la Culture a réuni en effet hier les plus importants organisateurs de festivals et les syndicats d'employeurs pour aborder toutes les questions qui se posent. La mobilisation des forces de l'ordre, des secouristes, des bénévoles, mais aussi la question de la disponibilité des techniciens, des moyens techniques et le transport des festivaliers. Nous allons continuer cette démarche et évaluer en lien avec les acteurs, avec les élus, avec les préfets et avec tout le discernement nécessaire pour chacun des festivals directement impactés par le calendrier des Jeux, les aménagements ou les alternatives en termes de dates, de format, de modalités de sécurisation que nous devons trouver. L'essentiel est vraiment de trouver la meilleure manière de concilier les Jeux, magnifiques événements populaires et sportifs, et les festivals qui sont capitaux pour le public et nos territoires. Nous y travaillons. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Molac.
Oui, donc cela fait partie de ce que je pourrais appeler la voie bretonne de voir les choses. Mais c'est important pour nous, on a encore un peu le temps, il faudra voir avec les collectivités locales, mais en tout cas, nous ne pourrons pas accepter que certains festivals ne puissent pas avoir lieu. Sachez-le, et nous avons une coordination des festivals, et il y aura forcément à ce moment-là des discussions qui se feront. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Carlos Martins Bilongo pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, les 234 rescapés secourus par l'Océan Viking sont bloqués sur le pont du bateau depuis 11 jours. Depuis 11 jours, ils attendent de pouvoir débarquer dans un port sûr. À cela s'ajoutent 79 personnes secourues à bord de Humanity One de l'ONG allemande, 572 personnes secourues à bord du GEOA Barents de l'ONG Médecins sans frontières, soit un total de 952 personnes rescapées. J'aimerais dire à la collègue du Rassemblement national qui, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, croit pouvoir organiser les opérations de sauvetage en Méditerranée, avec la plus grande désinvolture et sans d'autre mérite dans sa vie que d'être né dans un pays en paix. Je vous le dis, ne vous en déplaise, leur vie compte. L'Océan Viking a adressé aujourd'hui sa 7e demande d'assistance aux autorités maritimes italiennes. Malte, tout aussi proche, n'a tout simplement pas répondu aux 3 demandes qui lui ont été adressées. Ce blocage de personnes est une violation grave du droit de la mer et l'évaluation du statut de la nationalité des personnes secourues ne doit pas retarder dûment le débarquement des survivants. Je ne peux que partager l'inquiétude de ces migrants à l'heure où la nouvelle première ministre italienne s'est engagée à bloquer leur arrivée des migrants en provenance d'Afrique. Quelle sera donc l'action du gouvernement sur ce sujet? Quelle forme prendra la coopération avec l'Italie? Allez-vous vous saisir de la question de la répartition des migrants avec les autres pays européens, comme Malte, qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage? Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... Attendez mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me laisser parler, s'il vous plaît? Alors, je vous propose, compte tenu de l'événement grave qui vient de se dérouler, d'une part, de renvoyer cette question au prochain bureau qui a lieu mercredi prochain, donc ce mercredi, et qui est, à mon sens, à même de pouvoir déterminer si les faits qui ont été commis à l'instant sont passibles d'une sanction et de quelles sanctions ils sont passibles. Donc je vous propose de mettre cela à l'ordre du jour de notre prochain bureau. Alors, ma chère collègue, le bureau, alors, alors, je vous rappelle que l'article 74 de notre règlement prévoit que les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, la censure et la censure avec exclusion temporaire, et que ces deux dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. Donc, si vous voulez que je prononce une sanction immédiatement, c'est seulement le rappel à l'ordre ou le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et compte tenu de la gravité des faits, c'est la raison pour laquelle je préfère renvoyer au bureau plutôt que de prendre une décision sur le siège. Et comme nous avons un bureau dès cette semaine, dès ce mercredi, je pense que c'est l'organe pluraliste compétent pour pouvoir se prononcer sur ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. Je vous propose, compte tenu de l'émotion légitime qui s'est emparée de l'ensemble des membres de cette Assemblée et de l'ensemble du gouvernement, de suspendre la séance de questions au gouvernement et nous nous retrouverons demain pour l'examen de la motion de censure à 15h30 ainsi qu'on a décidé la conférence des présidents. Il aura lieu mercredi, Madame la Présidente Panot. Mais je n'ai pas forcément tous les présidents de groupe ici, tous les membres du bureau. Je préfère que le bureau puisse se prononcer de façon complète et sereine sur cette question. La séance est suspendue.